vous accueillir aujourd'hui comme échevin du patrimoine, notamment de la ville de Jon, mais également comme membre et ancien administrateur de l'association Campanaire Wallonne et comme membre de la fabrique d'église ici. Donc, vous êtes entre de bonnes mains parce que notre carillonneur local, Serge Joris, est extrêmement calé en la matière. Un peu plus loin, mais toujours sur la ligne de chemin de fer 161, M. Slegers, qui sont des personnes avec qui j'ai partagé partage encore de manière moins assidue un parcours autour du patrimoine campanaire. Et puis, vous allez pouvoir visiter le clocher et vous verrez qu'il y a quelques surprises pour le moment. Je vous souhaite une agréable après-midi et de bons travaux et de bons échanges. J'ai jugé utile de bien préciser, donc quand nous parlons patrimoine campanaire, nous allons parler de cloches qu'on dit de volées, hein, des cloches qui sont soit balancées, soit teintées. On parle de carillons lorsqu'il existe dans la tour, et on parle d'horloges et automates de tour lorsqu'ils existent. Alors, sous conseil de mon ami Philippe, je vais vous présenter d'abord deux dias relatives à l'association Campanaire Wallonne elle-même, comme ça c'est fait et on ne va plus en reparler après. Notre rôle est d'être une vigie dans le domaine campanaire, c'est-à-dire que nous recevons les informations de ce qui se passe à gauche et à droite dans le domaine, et ce n'est pas toujours réjouissant ce qu'on apprend comme nouvelles, hein, dans le contexte de désaffectation d'églises, etc. Et nous sommes également des créateurs de synergie entre les gens qui sont actifs dans le domaine ou qui possèdent un patrimoine campanaire ou alors les carillonneurs. Donc nous créons des synergies entre tous ces gens. L'association va bientôt avoir 25 ans. Ses objectifs sont tout simples, c'est promouvoir et sauvegarder le patrimoine campanaire de l'espace Wallonie-Bruxelles. Nous comptons environ 200 membres, bon an, mal an. Nous rendons une série de services. Nous sommes, au fil du temps, la liste s'est augmentée, donc d'organismes avec lesquels nous sommes en contact. C'est l'Agence Wallonne du patrimoine, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre interdiocésain de patrimoine artistique et religieux assez nouvellement créé, l'Union des villes des communes de Wallonie, et ces deux organismes-ci qui sont liés à la reconnaissance par l'UNESCO de la culture du carillon en Belgique. Nous faisons, soit de manière spontanée ou sur demande, des inventaires de patrimoine campanaire. Ici, je fais une petite parenthèse. Vous savez certainement tous que des inventaires de biens de fabrique d'église doivent être faits, et donc y compris le volet campanaire du patrimoine d'une église. Alors, soit on nous le demande, et nous avons une petite procédure toute simple pour répondre à cette demande. Ça se fait au moyen de fiches standardisées chez nous, que vous trouvez d'ailleurs sur notre site internet, et des spécialistes qui vont sur place pour réaliser cet inventaire. Il y a aussi des passionnés dans l'association, des passionnés de patrimoine campanaire qui font des inventaires de manière spontanée. Ça les amuse, ça les motive de monter dans les tours et de faire le relevé de ce qu'elles contiennent. Tout ça, bien sûr, en accord avec la fabrique d'église, qui reçoit d'ailleurs les résultats de ces visites. Sur demande, nous pouvons donner des conseils généraux en vue de l'élaboration de cahiers de charges dans le cadre de rénovation ou de nouvelles installations. Et enfin, nous avons une mission de diffuser les informations qui nous parviennent. Je vous disais qu'on a un rôle de vigie, mais nous renvoyons vers la société des informations campanaires, que ce soit par mailing list ou par le bulletin campanaire qui paraît à fréquence quadrimestrielle. Plus de détails sur notre site campano.be et sur un petit flyer que j'ai laissé sur la table à l'entrée de la salle. Voilà pour ce qui concerne l'association Campanaire. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Imaginons qu'on fasse une journée
ou un week-end consacré au patrimoine campanaire, comment peut-on faire pour rendre cette journée d'autant plus vivante et intéressante? Donc nous allons vous présenter différentes pistes qui vous permettraient de meubler cette journée. Journée qui serait bien sûr axée sur une ouverture du clocher, une découverte de son patrimoine et une série d'animations possibles dont nous allons vous parler dans un instant. La première chose à faire, c'est bien sûr vous assurer de l'état du clocher. Cette diapositive en dit long sur le sujet. Je dirais que presque un clocher sur deux, voire 2 clochers sur 3, se trouvent dans cet état-là. On peut tomber dans des situations vraiment rocambolesques où les escaliers sont devenus des dépotoirs des sacristains. Et plus haut dans la tour, vous le savez aussi bien que nous, il peut y avoir des endroits dangereux, des planchers qui sont pourris, des endroits où il manque de planchers. Donc on ne se lance pas dans cette aventure d'une journée porte ouverte ou clocher ouvert sans s'être assuré de l'état du clocher. En contraste avec ceci, et j'avais montré une dia aux rues lors de la journée Église ouverte, et je regarde Monsieur le Président de la fabrique de Nivelles, la fabrique d'église de Nivelles, où là c'est un véritable boulevard pour monter jusqu'en haut. Il existe des cas, je n'ai pas pris la dia ici, mais il existe des cas qui sont exemplaires au niveau de la tenue du clocher. Je songe à Saint-Barthélemy à Liège, c'est impeccable, mais malheureusement il y a de très nombreux cas comme ceci, et ceci est une cloche qui a été visitée et revisitée par qui vous imaginez, et je dirais, indépendamment de la journée de portes ouvertes que vous de clochers ouverts que vous feriez, de manière générale, proscrire les pigeons, parce que ce sont vraiment, ils créent vraiment des dégâts considérables de corrosion aux cloches et de pourrissement de plancher. Donc, si vous voulez préserver l'avenir, il faut écarter les pigeons par quelque moyen que ce soit. Alors, continuons. Donc, imaginons une journée clocher ouvert. Il est facile, entre guillemets, de la compléter par une exposition campanaire. Ceci n'a rien d'extraordinaire, des roll-up, un peu d'éclairage. Ça a été fait ici à Jean-Blou il y a quelques 15 ans, je crois. Ça se fait ailleurs aussi. Récemment, à Walcourt, il y a eu une très très belle exposition à l'occasion des Journées du patrimoine. Et si vous songez à une exposition, sachez qu'il y a du matériel qui pourrait être aisément emprunté dans l'association ou dans les contacts que nous avons avec des gestionnaires de clochers. Une autre belle réalisation dans le cadre d'un anniversaire, c'était à Verviers pour le 75e anniversaire de l'église Notre-Dame des Récollets. Ils ont fait une très très belle exposition campanaire. Vous voyez quelques objets campanaires, il y avait une horloge. L'équipe locale avait fait un inventaire des cloches de toute l'entité, ou de l'arrondissement même, de Verviers, avec exposition des photos, visite pour les enfants. Quelqu'un avait également fait une très jolie maquette, à peu près de la surface de la table ici, et avec un réalisme extraordinaire, la maquette d'une fonderie de cloches en cours d'activité. Et renseignement pris, cette maquette est éventuellement empruntable. Donc, si vous songez à une exposition, je répète, il y a du matériel à disposition. Je ne prends pas d'engagement quant à la transmission du matériel, il faudra peut-être aller le chercher, mais nous pouvons vous mettre en contact avec les gens qui le possèdent. C'est très simple à réaliser, on le ferait pour autre chose que du campanaire, mais ça permet de meubler une... Ben oui, toi aussi, Jean, à Bossière, tu as fait des expositions qui attirent le public, qui complètent une visite de clocher, parce que voir une cloche dans sa tour, ben bon, une fois qu'on a vu, on a vu. Mais si vous pouvez
compléter cette visite par du visuel, c'est très bien ainsi. Alors une expérience que je vais vous expliquer, elle a été faite à Bossière. Il y a ici des représentants. C'est de prendre des empreintes de décors de cloches avec des enfants. Sur des cloches, il y a un certain nombre d'empreintes. On peut trouver, par exemple, ici, ça c'est une cloche de Bossière, justement, une date, 1538. Rien que ça, ça permet de l'imagination. On peut trouver des blasons assez extraordinaires. On peut trouver aussi, dire aux enfants, écoutez, je pense aux enfants surtout, il y a là des statues, il y a peut-être des choses à découvrir. Est-ce qu'il y a un serpent sous les pieds de la Vierge? Voir parfois des étranges décors de cornets de cloches. On peut les titiller, si je puis dire, sur un certain nombre de choses. Et donc, à un moment donné, ces enfants se retrouvent, ici c'est une expérience qui a été faite à Bossière, ils se retrouvent dans le clocher et ils prennent des empreintes, je vais vous donner un peu plus de détails. Vous voyez, ils sont assurés, ils ont des casques. D'autres ici, même chose. Et puis à un moment donné, on se retrouve dans une classe, et je vais vous expliquer après, parce que, ayant les empreintes faites en creux, il y a moyen de les repasser en positif et de les colorier. Alors, regardons ça de plus près. Donc, première chose, si vous vous lancez là-dedans, c'est avoir accès au clocher. Ça, je crois que Serge l'a suffisamment dit. Le clocher doit être propre et sans danger. Merci à Bossière, c'est le cas. Je le dis avec Serge, c'est rarement le cas. Que les cloches soient facilement accessibles, parce qu'il y a des clochers, je pense à oui, les cloches, elles sont là au-dessus. Il faut que ces enfants puissent avoir accès, donc le dessous des cloches, les jupes des cloches, sont à peu près à ce niveau-là. Il ne faut pas monter avec des échelles là-dedans. Il faut veiller à avoir un encadrement suffisant. Vous ne pouvez pas lâcher des enfants comme ça qui vont monter, même si ça les passionne, parce qu'ils ne sont jamais montés dans le clocher, et puis ils regardent leur village. Donc l'idée c'est de monter avec des groupes restreints, 4 à 5 enfants. N'oubliez pas d'avoir l'accord des parents, c'est un détail, mais il y a des parents qui n'acceptent pas que leurs enfants mettent les pieds dans l'église. Donc soyez délicats. Et vous achetez de la plasticine. Alors la plasticine, il y a de la rouille, il y en a d'autres, il y a de la blanche de couleur. Chez Ava, chez Action, enfin, c'est 3 fois rien. Ça coûte 3 fois rien de la plasticine. Laissez aux enfants le choix de leur sujet. Vous leur expliquez en classe, et dites maintenant, c'est montez au clocher. Dans le clocher, sachez que, si vous avez 2-3 photos, il y a des vierges, il y a de ceci, il y a ça, etc. Laissez-leur le choix. Il y en a qui préfèrent faire le décor d'une cloche. Il y en a qui préfèrent une tête, qui préfèrent une date. C'est tout. Laissez-les faire, laissez-les faire. À ce moment-là, ils vont faire l'empreinte, ici ils connaissent, et vous avez une plasticine, mais qui est quand même relativement molle. Vous mettez ça sur une planche, elle est en creux. Vous les aidez à redescendre, parce que parfois il y a des échelles, parfois il y a des escaliers, enfin bon, vous les aidez à redescendre. Ils rentrent à l'école, il faut les laisser sécher. Vous les laissez sécher, comme ça se fait souvent toutes les semaines, la semaine suivante, l'empreinte est sèche. Et si l'empreinte est sèche, vous pouvez refaire une empreinte positive. Ça les passionne. Et certains même les coloris. Voilà, une expérience, je vous suggère de la faire. Il faut donc tout un esprit de préparation et un solide encadrement. Donc ici, je vais vous présenter, c'est un gadget, mais qui peut être utile lors d'une journée clocher ouvert. Donc nous allons composer ensemble une sonnerie virtuelle de cloche. Si vous allez sur le site de l'association Campaner, vous avez dit www.campano.be, vous allez à cet endroit-ci du site, composez ici votre sonnerie de cloche, vous tombez sur cet écran-là, où vous pouvez, sur ce petit clavier de piano, composer une sonnerie de cloche. Ah! Alors ici, on entend une belle cloche. Je m'adresse surtout aux musiciens parce qu'ils ont l'oreille plus fine, et ce que je vais vous demander est utile pour la suite. Est-ce que vous entendez qu'il y a plusieurs tons dans ceci? Vous entendez un do, mi, vous l'entendez. Ce serait utile pour la suite.
Alors, si vous avez des enfants ou des adultes, vous vous branchez sur le site, vous pouvez commencer à combiner ceci avec une autre cloche. Deuxième cloche. Vous pouvez mettre une troisième cloche. Vous pouvez mettre une quatrième cloche. On se croirait presque à une égoïste. Pour les non-musiciens, cette sonnerie-ci pour moi, vous m'entendez encore? Cette sonnerie-ci, pour moi, est un peu, je dirais, est en tonalité mineure. Mineur, c'est un peu tristounet. Par contre, vous pouvez, et ça vous pourriez le faire entendre à votre, aux gens qui s'y intéressent, je vais vous la faire en tonalité majeure, qui est plus joyeuse. Les musiciens entendent la différence. Voilà. Donc vous pouvez chipoter avec ça. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur dire, essayez de voir ce qu'est une belle sonnerie ou ce qu'est une vilaine sonnerie. Je vais vous en faire entendre une vilaine. Écoutez ça. C'est pas fameux, hein? Ça va. Non. Voilà. Je ne vais pas m'étendre de là. Voilà. Tout ça pour vous dire, hein, on est bien d'accord, on est dans le contexte d'une visite de clocher qu'on essaye d'agrémenter de manière ou d'une autre. Alors, l'atelier suivant, c'est peut-être le bon terme de parler d'atelier, c'est mesurer les tons partiels d'une cloche. Vous avez dit, je crois que ça c'est des tons partiels. Eh bien, sachez, et j'ai questionné les musiciens pour nous en assurer, qu'une cloche, quand elle est frappée, émet pas rien que la tonalité de base que vous avez entendue, mais il y a des tons partiels. Le qualificatif partiel dit bien ce que c'est en plus et c'est une partie du total. Donc, vous frappez la cloche, il y a différents tons partiels qui sont émis. Chaque ton est généré par une zone de la cloche. La fondamentale, par exemple, sort ici, la quinte sortira là, l'octave sortira là. Et chacun de ces tons partiels a une intensité et une durée de résonance qui lui sont propres. Ce n'est pas tellement important pour l'atelier, mais ce qui pourrait vous intéresser, c'est de toucher de plus près ces tons partiels. Alors, ici, je fais une petite parenthèse historique. Dans l'ancien temps, c'est pas si longtemps que ça, quelques décennies, ça se faisait au moyen de diapasons. Vous voyez qu'il y a toute une valise avec toutes sortes de diapasons. Ici, je n'en ai qu'un diapason. Il en fallait plusieurs parce que vous vous trouvez devant une cloche dont vous ne connaissez pas, a priori pas les tons partiels. Il faut, au moyen des diapasons, aller tâter, c'est le cas de dire, tâter la cloche pour savoir quel est le ton partiel. Alors, pour illustrer la chose, j'ai pris juste un diapason pour vous montrer ce qui se passait alors quand on le faisait avec des diapasons. Imaginons que ça soit la cloche. Le fondeur de cloche qui voulait savoir les caractéristiques de sa cloche prenait le diapason. Vous entendez comme ceci résonne. Vous entendez ça? Plus que je le refais. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais ce cinéma-là. C'est pour vous dire que quand on mesurait les tons partiels d'une cloche avec diapason, il fallait tâter l'un ou l'autre diapason jusque quand la cloche réagit comme ceci avait réagi. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, les vibrations du diapason étaient transmises à la cloche, et si cette vibration correspond à la mécanique interne, si je puis dire, de la cloche, elle se met à vibrer, et vous entendez vraiment le ton de la cloche, ou les tons partiels, si ce sont ceux-là que vous cherchez. Aujourd'hui, et ça, vous pourriez le faire dans un atelier, ça se fait tout simplement avec n'importe quel enregistreur numérique, même votre smartphone, lié à un ordinateur qui a un programme tout simple, qui, en 2-3 clics de souris, hop, vous donne le diagramme de toutes les tonalités qui sortent de la cloche,
Et donc, non seulement elle le visualise, mais vous donne exactement les fréquences de ces vibrations, du ton de base de la cloche et de ces tons partiels, et même les écarts par rapport à l'idéalité. Pour ceux qui ont une bonne vue, ils peuvent voir ici qu'on voit tierce, quinte, octave. Donc, tout ça pour dire qu'il existe des outils, et c'est très simple à faire, enfin relativement simple à faire. Vous avez une cloche, un enregistreur, un ordinateur, le programme qu'il faut dedans, qui se trouve sur Internet, il est gratuit, et vous sortez les caractéristiques de la cloche. Voilà donc un autre atelier potentiel. Plusieurs coulées de cloches ont eu lieu ces dernières années. De deux techniques grandes différentes, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Soit le feu alimentant un creuset, on le monte en température, et pour faire venir le métal dans le moule, on prend une louche. Pour ceux qui ont connu ça, on l'a fait à Jean-Blou, on l'a fait à Télin. Ou alors, on prend carrément le creuset et on le déplace. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? À Télin en 2005, Télin 2006, en Jean-Blou 2012, Télin 2014, et la toute dernière à Martelange. Donc, un fondeur est venu sur place. À Télin, on a coulé 75 cloches. L'année suivante, 25. À Jean-Blou, on a coulé 24 petites cloches, si je puis dire, plus 2 grosses, qui se trouvent là au-dessus. À Télin, en 2014, on en a refait 22. Et à Martelange, on vient de couler 12 des cloches du nouveau carillon de Martelange. À ma connaissance, il n'y a pas de programmation prévue dans les mois qui viennent. Et donc, sachez que c'est très spectaculaire, ça attire énormément de monde. Ça, c'est une découlée, donc là, et le creuset, il y a un brûleur ici, ça c'est le fondeur en question, et là c'est une coulée, comme ça se fait en général le soir, c'est hyper spectaculaire. Financièrement, c'est pas mal, ça rapporte assez bien. Ces cloches sont vendues, grosso modo, 35 € du kilo. Il faut un coordinateur qui ait des connaissances en cloches. Parce que quand vous commandez une cloche, il faut garantir le ton, il faut garantir le poids, il faut garantir les ornements, qu'est-ce qu'on a comme ornement, etc., etc. Il y a peu de fondeurs qui acceptent. Actuellement, moi je connais Vauguelet à Strasbourg, qu'on vient de voir là, sur la photo. Paccard, plus difficile mais ça arrive. Il y a Olivier Baudry à Télin. Il y a Thibaut Boudard qui en coule. Voilà ceux que nous connaissons, nous autres. Ça veut donc dire qu'il faut prendre contact, il faut s'y prendre un an et demi d'avance, etc. Martelange qui vient de le faire, voilà 1 an et demi qu'il s'y était pris. Il faut beaucoup de publicité, mais beaucoup de publicité. Voilà, télévision, journaux, tout, sinon vous ne rentrez pas dans vos fonds. Assurance, ça me paraît évident. De la même manière que quand l'expérience de tout à l'heure de monter dans les clochers avec des enfants, il faut une assurance, mais bon, ça se trouve. Et les blagues qu'on a eues, c'est des poids qui n'étaient pas justes, et des degrés de finition qui n'étaient pas justes. Donc à un moment donné, vous dites au client, voilà, vos cloches sont faites, venez les réceptionner. Ben, il faut qu'elles soient acceptables, évidemment. Et donc on a eu quelques petits ennuis de dessins qui n'étaient pas bien faits, de poids qui n'était pas juste, de son qui n'était pas juste. Ben voilà, c'est une expérience, ça demande beaucoup de réflexion et ordre de grandeur quand vous commencez à se dire je vais m'y mettre, considérez que c'est dans 1 an et demi. Autre réflexion que vous pourrez avoir, c'est de se dire, mais maintenant qu'on a fusionné, qu'est-ce qu'il y a comme cloche dans mon entité? Qu'est-ce qu'il y a comme cloche? Eh bien, on trouve beaucoup de monographies d'une église. Alors, vous trouvez en Wallonie, on dit qu'il y a 2000 clochers, je n'en sais rien exactement, mais donc vous trouvez assez bien de description des cloches, Jumet Goïssa pour ne pas le citer, vous trouvez des travaux qui sont très bien faits. Rarement, vous avez un inventaire de la nouvelle entité. Rare. J'en connais 2.
dont je me suis évidemment occupé. C'est celui de la Bruyère. La Bruyère, c'est ici, au-dessus, entre Namur et Jean-Blou. Il y a 7 villages. Ça a été fait en 2010. Il y a 7 églises, 18 cloches. La doyenne, 1834. Alors, tout récemment, à Gouvy, là, il y a 21 chapelles, il y a 41 cloches, et on en a découvert une de 1369. Et voilà les 2 exemplaires. Donc, ils ont été publiés. Voilà celui-là. Les cloches de nos villages racontent, avec un splendide décor. Moi, je l'adore, c'est Van Aert Scott. Ce sont des poutis qui sont en train de sonder des cloches, c'est de toute beauté. Et celui de Gouvy, tout récemment, dont l'exemplaire est ici. Et sachez que de toute façon, ces exemplaires, nous, l'association, pouvons vous les procurer, nous les vendons. Il faut une équipe. Il ne faut pas se lancer tout seul là-dedans. Un historien, moi je crois, un graphiste, un rédacteur, ça n'a pas l'air, mais écrire sans faute, ce n'est plus tout à fait d'actualité. Il faut donc un rédacteur. Aujourd'hui, on ne fait plus bêtement des photocopies, on présente ça, ça ne coûte pas très cher, mais il faut le faire. Un historien, parce qu'en général, il y a l'histoire de la cloche, mais il y a l'histoire du décor aussi. Puis on trouve un parrain, une marraine, c'est qui, c'est quoi ces gens-là? On trouve une danse macabre dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que ça vient foutre sur une cloche? Donc, il faut un historien. Il faut avoir accès aux clés de l'église. C'est évident partout, mais ce n'est pas toujours vrai. Grande prudence dans les clochers, Serge l'a dit, je le redis. Et un équipement, casque, lampe, mètre, brosse, appareil photo, etc. On ne se lance pas comme ça dans un clocher, surtout que, à un moment donné, puisque vous allez publier, il vous faut des photos correctes. Et je vais vous dire, on est toujours coincé par une poutre qui ceci, une poutre que cela, donc il faut monter quelque part, hein, il faut être équipé. Assurance. Réfléchissez au financement de l'impression. En général, comme vous enclenchez un processus d'unification des villages, la commune a tendance à vous aider financièrement. Et aujourd'hui, c'est quand même, ça ne coûte plus trop cher, si je puis dire, de faire des éditions. Être curieux, oui, certainement. C'est quoi cette cloche? D'où vient-elle? Je vois tel président de la fabrique qui m'a dit, allez, moi je ne vais pas plus haut parce que j'ai peur. Allez-y, il y a 2 cloches. Ben, quand on est arrivé, on a trouvé 3 cloches. Oui, il faut... Hein? Il y a longtemps qu'on n'est plus monté dans le clocher. Depuis on a coupé la corde qui faisait sonner les cloches et qu'on appuie sur un bouton, il n'y a plus grand monde qui monte dans les clochers. Rarement. Enfin, il y a les campanistes, mais à part ça, donc, soyez curieux. Et curieux veut dire, tiens, une horloge, tiens, un morceau d'horloge. Tiens, pourquoi cette poutre-là? Comment est-ce qu'on sonnait anciennement? Tiens, etc. Et avoir un esprit d'équipe. Hein. Là, croyez-moi, l'expérience, il y en a toujours un dans l'équipe qui veut tirer la ficelle de son côté et avoir un esprit d'équipe. Vous gagnerez beaucoup de choses, faire connaître et à unifier la fusion des communes. C'est pas toujours évident. Et à travers les cloches, vous avez gagné. Une petite question concernant la fonte des cloches. Est-ce que ça correspond à la fonte à la cire perdue? Bien sûr. Ah, on travaille à la cire perdue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'au moment de la commande, vous avez prévu avec le fondeur quels sont les ornements qu'il accepterait de faire. Il vous montre le jeu et lui doit les reproduire en cire perdue qui, au moment de la fabrication de la cloche, etc., se mettent dessus. Puis... Sur les ornements, mais pour la fonte de la cloche elle-même, il y a le moule extérieur, le moule intérieur. Il y a le noyau intérieur. Il y a la fausse cloche. Oui. Sur la fausse cloche, on met les ornements en cire. Et puis on fait un manteau. On met le feu là-dedans. À ce moment-là, la cire disparaît et laisse ses empreintes dans le manteau.
vous levez le manteau, vous cassez, et dans le manteau, vous voyez donc en creux tous vos ornements. Vous cassez votre fausse cloche, vous descendez le chapeau sur le noyau. Oui, c'est comme ça, et ça. C'est toujours comme ça que ça se fait. Un petit point à signaler, on parlait d'historien, une source où on va trouver souvent les baptêmes de cloches dans les registres de baptême. Parce qu'au fond, elle est baptisée, elle a un parrain, elle a une marraine, elle a des onctions et puis saint, et normalement, on doit l'inscrire dans le registre de baptême. Et j'en ai trouvé des quantités étant historien. Ah ben tu m'en prends quelque C'est chose. ça que j'aime de le signaler. Ben alors, ce qui est curieux, certains curés mettent le baptême de la cloche chronologiquement entre les baptêmes des bébés à la date voulue, avec parfois un encadrement et un signe particulier pour montrer que c'est un bébé différent des autres, ou bien on les met à la fin du registre ou au début avec un encadrement et tout. Ah ben vous m'en prenez quelque chose. Et il paraît que c'est prévu, que c'est presque obligatoire de le mettre dans le registre de baptême. Ah oui. Et je vois ça à un cours, à la collégiale d'un cours, plusieurs cloches, et même il y a longtemps, ont reçu le prénom de la sainte qui est née, qui est morte là, rajeunue. Ben, je les ai trouvés dans les registres de baptême en 1810, et même au 18e ou 17e. Vous m'entendez? C'est une parenthèse. Une chose aussi que moi j'ai découverte, les Allemands en 1943 ont marqué les cloches. Il y en a qui ont été embarqués, il y en a qui sont revenus. J'ai vu encore des traces blanches de numéros des Allemands il y a quelques années. Dans le site de l'IRPA, le patrimoine des églises, il y a souvent une photo ou l'autre d'une Tout à cloche fait. qui a été enlevée, qui sont des Y dépôts. compris le site Tchorsky et l'IRPA, ce sont les deux grands. Donc voilà, on vous a jusqu'ici présenté différentes possibilités d'animation qui pourraient être couplées à une journée clocher ouvert. Ce qu'on vous a présenté peut se faire chez vous. Il y a naturellement une série d'autres activités, d'autres découvertes campanaires qui peuvent se faire en sortant de chez soi. Je signale dans ce cadre que l'ancienne fonderie de cloches Cossard-Slegers, donc des ancêtres de M. Slegers ici présent, vaut réellement la visite. C'est comme si cet endroit avait cessé de travailler hier. Donc tout est encore en place. Des moules de cloches, la sortie du four, la sortie du bronze vers la fosse qui était là, et les moules de cloches qui étaient enterrés, et un tas d'objets, des horloges et un tas d'objets utiles à la fonte de cloche. Donc c'est vivement recommandé comme visite. Un autre haut lieu de patrimoine campanaire en Wallonie est le Beffroi de Mons, récemment restauré, où il y a, à ma connaissance, la plus grande horloge monumentale de Wallonie. C'est un engin qui fait facilement, d'ailleurs vous voyez la taille d'un individu à côté, c'est vraiment un engin spectaculaire. Il y a également un camion. Liège-Saint-Barthélemy est également un très riche patrimoine campanaire. Donc au fil des étages vers le sommet de la tour, vous rencontrez l'ancienne horloge monumentale, l'ancien automate qui pilotait le carillon, le carillon qui est historique, ce sont des cloches de 1780 quelques, et le nouveau clavier qui permet de les actionner. Pour ceux qui s'intéressent plus spécialement à l'horlogerie monumentale, il existe plusieurs endroits, ici c'est quelques exemples seulement que j'ai pris, Bossière, très bien mise en valeur, Grivenier, admirablement présenté, Van Beck dans le Hainaut, ici Ath, qui a l'intérêt de montrer à la fois une horloge et un automate, toujours en service. Donc ce sont ces équipements à Ath qui pilotent les sonneries de cloche. Et d'autres lieux, j'ai entendu que quelqu'un représente la paroisse de Wavre, où je trouve qu'il y a un assez spectaculaire ensemble de cloches de volée qui méritent la visite, en plus du carillon local. Nivelles, je vous ai dit, c'est un boulevard pour y monter. En plus, le cloître expose une très belle série de cloches du carillon précédent. Nivelles, connu aussi pour son petit genre de Nivelles. Le Beffroi de Tournai, qui vaut la peine également, qui a été restauré, qui a un très beau patrimoine campanaire, dont une banque cloque médiévale. C'est aussi des années 1300 et quelques. Cette banque cloque qui est encore toujours en service.
On ne peut pas passer sous silence loin de là la Flandre, où il y a de très très belles expositions campanaires dans nombreux clochers, à Gand, à Louvain, à Malines et à Celt, oui, et d'autres, vous savez, et Bruges, oui. Et last but not least, Jean-Blour, que vous aurez le plaisir de visiter tantôt, qui est, je dirais, qui se situe un petit peu dans la moyenne de tout ceci. Ça n'est pas extraordinaire, mais enfin, ce n'est pas nul non plus. Voilà, moi j'en serais arrivé au bout de ce que nous pensions vous donner comme piste éventuelle pour réapproprier le patrimoine campanaire. Si vous avez des questions. Oui, une question évidemment qui est relative à l'inventaire. Vous dites qu'il y a des possibilités d'avoir recours à des experts faisant partie de en lien avec l'association. Oui. Est-ce que c'est... quel est le prix d'une expertise? Alors, c'est très simple, monsieur. On a bien réfléchi à la question. Il est certain qu'on ne peut pas le faire à titre bénévole parce que tout travail mérite une reconnaissance. Et pour simplifier les choses, on a dit c'est 50 € par cloche, par objet inventorié, plus les frais de déplacement au tarif de la région de Wallonne. Vous faites un prix de gros. Est-ce que vous faites un prix de gros? Alors, j'ai vu votre réaction, monsieur, mais pour les carillons, il n'est plus nécessaire. En tout cas, les gros carillons comme à Nivelles, et je regarde à Wavre, c'est la même chose. Ça, ces inventaires-là ont été faits depuis longue date et sont mis à jour par le carillonneur avec qui on est en liaison. Donc, nous pensons surtout cloche de volée et horloge. C'est 50 € par objet inventorié. Y compris le rapport. Y compris le rapport, monsieur, et je peux vous dire, c'est pas de la vantardise, mais les quelques fabriques d'églises qui ont déjà reçu ce service-là et le rapport nous ont chaque fois félicité pour la qualité du travail et du rapport. Si vous allez sur le site de l'ACV, vous trouverez les fiches d'inventaire aussi bien de cloches que d'horloges, que le spécialiste remplit. Ce n'est pas des pigeons que je voulais vous parler. Sur la porte qui mène au clocher chez nous, il y a une grosse inscription interdite en accord avec la région wallonne pour la protection des chauves-souris. Je suppose que ça doit être le même. Oui, alors vous faites bien en parler, monsieur, et vous le verrez à Jean Blou. Il y a déjà une vingtaine d'années d'ici, une prescription de la région wallonne sous forme d'un petit manuel que je n'ai pas pensé d'emporter, mais qui décrit comment il faut gérer la faune, si je puis dire, des clochers. Et ça va jusqu'à, et vous verrez, ici à Jean Blou, nous l'avons fait, à mettre des nichoirs. Donc si on est à l'intérieur de la tour, on met un nichoir qui est en communication avec l'extérieur, mais pas l'intérieur. Donc ces braves bêtes ont de quoi loger, nicher, mais ne viennent pas nous embêter. Mais il y a des prescriptions pour les chauves-souris, mais je ne les connais pas. C'était principalement pour les chouettes. Et c'était au bas des abassons. On pouvait obturer les abassons, mais on devait laisser une bande de 8 cm dans le bas. Alors nous avons... Si vous faites un nettoyage des fientes de pigeons, faites faire ça par des professionnels. Parce que c'est une crasse épouvantable et au point de vue hygiène. Hein, j'en ai retiré 2 tonnes quand j'ai commencé, pas dans le clocher avec les cloches, hein, mais dans le grenier de la collégiale, on en a retiré 2 tonnes de fientes de pigeons. Oui, tout à fait, c'est très mauvais pour la santé. Et on le voit dans les églises toujours affectées. Hein. Je crois qu'à Chièvre, on en a volé il n'y a pas très longtemps. Et nous, à Lessines, on a encore une cloche de l'ancien carillon qui sert de cloche de chœur. Et je vous pose toujours la question, quand va-t-on découvrir qu'on l'aura volé? Il y a un puisque l'église est ouverte. Ah oui, tout à fait, c'est comme le cuivre. Côté horloge, tous les c'est la même chose, voire pire. C'est pire parce que c'est même fallacieux. Vous pouvez avoir un installateur, soit d'antenne GSM, soit même un installateur de patrimoine campanaire,
qui vous dit oh, ben, je vais vous débarrasser, installer. hein. Parce que Vous maintenant, débarrasser de ça. ouais, voilà, je vous installe un petit. Vous voulez quelque chose de plus moderne, hein, je vous installe un boîtier électronique, vous n'avez plus besoin de cette ferraille, je m'en occupe. Le président de fabrique est tout content d'en être débarrassé. Et je vous débarrasse gratuitement. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, ça part dans un atelier, c'est restauré et c'est vendu aux Pays-Bas, en Amérique. Donc ne laissez pas filer vos horloges. Autre chose aussi, nous essayons de faire l'inventaire de toutes les cloches d'avant la Révolution. Nous avons pris la Révolution pour prendre quelque chose, une date. Donc voilà, des cloches qu'on a vues, pas seulement sur papier, et on en a autour de 200 pour le moment. Voilà, donc là aussi, on fait l'inventaire. Je vous en prie. Mais dans le cadre et l'esprit d'église ouverte, il est hautement recommandé de mettre des systèmes d'alarme. Et il y a tout à fait moyen de protéger électroniquement les cloches. Absolument. Et maintenant, ça peut se faire avec des moyens relativement réduits. Je repars l'accord de Nils Saint-Vincent. Le président de la fabrique L'Amendement est un informaticien. Eh bien, l'église est reliée par Wi-Fi. Et quiconque s'approche d'une statue ou d'un objet particulier déclenche une alarme avec un message directement sur le smartphone de tous les responsables. Et ça ne coûte rien. Et ça ne coûte rien, c'est sur le Wi-Fi. Oui. À Nils Saint-Vincent, ils ont installé des capteurs justement Oui. un peu plus loin en dessous des statues. Oui. Et en réalité, comme les cloches, la majorité de nos églises sont électrifiées, enfin leur système on a branché ça directement aux cloches. Donc en plus, les cloches. C'est évidemment Bonne idée. pas besoin d'un bac. La valorisation des de cloches. sonnerie, les cloches. Il y a deux firmes à Télin. Il y a Campa et il y a Olivier Baudry. Donc c'est un métier qu'on appelle les campanistes, qui est un nouveau terme, qui sont les personnes qui entretiennent. Et en Wallonie, Serge. Donc il y a les deux de Télin, et je crois que c'est tout pour la Wallonie. Avec en Flandre, il y en a également. Voilà. Mikils et Clocomatic. Et Clocomatic. Et du côté de Furnes, il y en a une aussi dont le nom Méridiane. Ils appellent Méridiane. C'était la première que j'avais posée. Quelle idée avez-vous pour faire admettre à l'environnement proche d'une toute nouvelle église qu'il y ait des sons qui étaient cloches qui sonnent? C'est délicat. Mais il y a deux choses, qui sonnent ou qui sonnent 24 heures sur 24. Ah non. Pendant les heures ouvrables, je dirais, à définir. Mais voilà. C'est vraiment délicat, monsieur. Parce que jusqu'à présent, les cloches sonnent les offices uniquement. Mais est-ce qu'elles ne devraient pas sonner l'angélus, etc. J'habite un petit village où les cloches sonnaient. Oui, elles sonnaient pour les neiges. On n'a fait que ajouter un tinteur sur une cloche pour sonner l'heure et la demi-heure et le glas. Et des gens ont respecté. Vous n'avez pas le droit d'imposer ce bruit à toute la communauté. Vous n'avez pas consulté. Exemple, à l'Essine, quand on a eu les fameuses 3 nouvelles cloches de volée, rajoutées à tout ce qui était sauvé, on a décidé, c'est Olivier Baudry qui a fait l'installation et qui fait l'entretien d'ailleurs, et on a décidé de donc faire sonner les heures, vu qu'on a 4 cloches et le système le permet. Bon, j'ai composé une petite ritournelle qui sonne à l'heure, avant que la grosse cloche ne sonne l'heure, et on sonne aussi la demi-heure avec simplement un ding-dong, de cloches. Et alors, pour les grands messes, etc., c'est la volée des 4 cloches qui fait un certain bruit, fatalement. Eh bien, on a eu des pétitions et on a eu des plaintes. Et récemment, j'ai demandé à Olivier Baudry de faire, enfin, il fait l'entretien, et de mettre les quarts d'heure, et finalement, le restant de la fabrique m'a dit non. Parce que... Et, en tout cas, vous payez à... Ah non, elles vont de 7h à 10h du soir. Par contre, moi j'ai entendu un cas dans une paroisse, des nouveaux venus, habités pas loin d'église et de cure, et ils se sont plaints au curé que les cloches sonnaient. Il y a des demandes. Mais ici, le curé a répondu, écoutez, quand vous avez acheté la maison, vous le savez. Si vous achetez une maison à côté de la ligne du chemin de fer, il y a des trains qui passent. À côté d'une église, il y a des cloches. On n'a plus rien dit. Mais par contre, à la collégiale d'un coup, il y a eu un problème
les cloches n'ont plus fonctionné pendant un moment. Et là, on a eu des gens qui se sont plaints. C'est quand même triste. Il n'y a plus les heures qui sonnent et les crieurs. Oui, maintenant, elles sonnent même la nuit. Sinon, je peux, pour meubler un peu la conversation, vous parler de quelques ouvrages comme ça, à titre d'information. Monsieur Slegers a déjà évoqué l'ouvrage qu'il a fait et qui est très sympathique. Non seulement M. Slegers l'est, mais son ouvrage l'est également. C'est vraiment la saga d'une famille de fondeurs. Vous savez peut-être que les fondeurs venaient en général d'une région du nord-est de la France, le Bassigny, dont les ancêtres, je crois, provenaient. Et donc c'est toute une saga familiale depuis 1800 jusqu'à 1970, qui est la date de fermeture de cette fonderie. C'est un ouvrage vraiment charmant à lire. Un petit peu plus technique et patrimonial, la région wallonne a édité en 2010 un carnet du patrimoine qui a été réalisé en collaboration avec notre association et qui décrit ou qui vulgarise, mais quand même en rentrant... je vois ici une photo justement du père de Philippe Slegers, qui est en train, monsieur, de mettre les décors en cire sur la fausse cloche. Donc voilà, c'est un document qui parcourt l'histoire et un peu de technique de cloche, carillon et horlogerie. En tout cas, je peux vous dire que pour la partie horlogerie, il vous permet vraiment de comprendre comment fonctionne une horloge. Quand on se trouve devant cette mécanique, on se dit c'est quoi tous ces rouages? Ceci vous l'explique. Malheureusement, il est épuisé, donc il ne reste plus que quelques exemplaires, mais nous comptons le faire rééditer. Alors, M. Slegers vous a parlé des inventaires qui ont été réalisés, dont le dernier est une merveille au point de vue présentation. Regardez un peu ça. Quel travail par des amateurs, il faut dire, je veux dire des amateurs éclairés. Donc au niveau iconographie et contenu, cet ouvrage est remarquable comme inventaire de cloche. Monsieur Slegers y a contribué aussi, il a donné un peu de main. Voilà. J'ai sous la main ici, l'ouvrage c'est un travail de fin d'études de M. Thibault Boudard, c'est un nom que vous avez entendu tantôt, qui a consacré son mémoire à l'ULB pourtant, sur guerre de cloche en Belgique, sous-titre « Sensibilité campanaire de la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale ». Cet ouvrage décrit le genre de péripéties que des cloches peuvent subir au travers d'une Révolution française ou des guerres, n'est-ce pas? Et aussi les conflits entre le laïcisme et les propriétaires cléricaux de cloches. Ceci est pas mal pour ceux qui s'intéressent à l'histoire profonde, je dirais, des cloches. C'est Cloches et sociétés médiévales, les sonneries de Tournai au Moyen-Âge. C'est un travail de fin d'études de l'UCL consacré au rôle que jouaient les cloches au Moyen-Âge. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous savez que pour un rien, on faisait sonner la cloche. Si un malheureux devait se faire décapiter, on sonnait, etc., etc. Donc, toutes les prérogatives des chanoines et tout ça par rapport aux cloches sont très, très gentiment décrites dans cet ouvrage. Oui, ce dont je vous ai parlé sur le site. D'accord. Oui, donc, vous ACV, publication, vous trouverez tout ça. Donc, nous allons maintenant nous déplacer vers le beffroi de Jean-Blou, dont je vais vous dire juste deux mots. Vu d'ici, c'est une très jolie tour, mais on va arriver par le côté, vous allez comprendre tout de suite que cette tour faisait partie d'une église qui n'existe plus. La Révolution française est passée par là, l'église a été démolie, et heureusement, ils ont gardé la tour, qui est seulement alors a été nommée beffroi. Deuxième chose, les beffrois de Belgique et du nord de la France ont été classés au patrimoine de l'UNESCO. Ce qui veut dire qu'il y a des plans de gestion qui doivent être entrés à l'UNESCO. Jean Blou a décidé de
d'investiguer le passé de cette église dont c'est la tour et le passé de la tour. Donc vous allez voir que c'est un vaste chantier, et le beffroi aussi, dont ils ont abaissé le sol. Si le rez-de-chaussée était là, ils sont à peu près à ce niveau-là. Et au miracle, et c'est la surprise du jour, vous avez vraiment de la chance, et nous autres aussi, qu'en tant que Jean Bloutois et campanophiles, ils ont trouvé, en excavant, ils ont trouvé des traces indiscutables de fonte de cloches dans la tour. Et vous allez avoir la chance de voir, en rentrant dans la tour, donc on rentre, tout de suite on tombe dans les fouilles, mais on a les fouilles devant soi, et vous allez voir à 2 mètres de vous un noyau de cloches. Tantôt je vous ai montré un moule de cloches. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça presque en entier. Donc un noyau de cloches qui, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, n'a pas été exploité pour fabriquer une cloche, sinon il ne serait plus là, le noyau. Et on a trouvé, enfin les chercheurs, les fouilleurs ont trouvé des éléments du manteau de fond dont M. Segers parlait tantôt, avec des inscriptions en creux. Donc voilà, pour Jean Blou, c'est vraiment, je veux dire, ça tombe du ciel, quoi. C'est un cadeau du ciel de tomber sur un patrimoine pareil. On trouve, certes, des fosses de cloches à gauche, à droite, à côté d'une tour, mais avoir ça dans votre propre tour, avec un noyau de cloche intact, c'est rarissime. Et on a pu le dater? Non, pas encore, mais on le situe quand même. Mais vu sa place dans, je vous disais, donc ils ont excavé tout ça, donc il se situe quand même en 1700-1750. Une cloche. Et sans m'attarder sur cette vue ici, c'est ce qui est utile quand il y a des visites pour les écoles, on leur explique qu'il y avait jadis une horloge ici, qui commandait les cadrans, qui commandait le tintement des cloches. Il nous reste de cette horloge que ses poids. C'est la seule chose qui nous reste parce qu'ils étaient sans doute trop lourds que pour être emportés. C'est justement de la plus grosse cloche, la grosse cloche. Et la grosse cloche ne devait quand même pas le dire. Si. Alors elle ne passait pas. Ah oui, mais ceci est... Oui, c'est récent. Oui, c'est passé. Parce que vous avez ce trou, vous l'avez sur 2 étages, donc d'en bas jusqu'ici en tout cas, et après... Cadrans qui, comme chez vous probablement, sont commandés par un système unique central. Lorsque je fais une visite avec des enfants, je leur explique la suite de l'histoire. Donc on a vu à l'étage en dessous, il y a l'horloge qui commandait les cloches. Et puis avec le temps, je veux dire les années, les siècles qui s'écoulaient, les paroisses avaient plus de moyens financiers. Et on complétait l'annonce de l'heure, le tintement de l'heure, par des petites mélodies. Quelqu'un les évoquait tantôt. En flamand, on dit le Vauxlach, ce qui dit bien ce que c'est. Donc ça sonne avant la sonnerie de l'heure. Et ça se faisait par des petits ensembles de cloches, 4 cloches par exemple, qui font une petite mélodie. Et les années passant, les siècles passant, le nombre de cloches n'a eu de cesse d'augmenter. Donc on est parti de 4-5 cloches vers des carillons comme ici qui en ont une quarantaine, et on peut en trouver en France, aux États-Unis, avec 60, 70, 80 cloches. Un marteau extérieur qui vient frapper sur la paroi des cloches, puis les gens se sont dit, mais puisqu'on a de quoi faire de la musique là en haut, faisons là aussi
manuellement. Donc on a ajouté des claviers de carillon qui actionnent, eux, un battant interne de la cloche. Vous verrez ça à l'étage suivant. Avec des informations codées, l'inverse d'un taquet, ce sont des creux, qui sont décodés, si je puis dire, par des palpeurs électriques qui donnent, quand ils tombent dans une encoche, donnent un signal, à travers un petit relais qui est ici, un signal à ce qu'on appelle un électrotinteur qui vient frapper la cloche. Quand on voit les lamelles qui ont fait. Voilà. Ici à droite les cloches de volée, à ma gauche en haut les cloches du carillon. Il y en a 50 en tout pour le carillon, mais vous ne les voyez pas toutes. Vous ne voyez que la moitié, l'autre moitié est de l'autre côté. Et vous avez encore 2 grandes cloches de volée au-delà, mais on ne peut pas y accéder pour le grand public. Alors, je vous parlais que le clavier est relié à un battant interne des cloches, vous voyez ça, oui, hein, au centre des cloches, tandis que, enfin, moi je le vois bien ici, à gauche de la cloche, vous avez l'électrotinteur qui vient frapper d'après le programme qu'il reçoit de l'ordinateur. Donc voilà en gros, et bien entendu, tout comme chez vous, une fois qu'on enclenche la sonnerie, ceci se met à balancer graduellement jusque quand le marteau, le battant va changer. Voilà. Donc ce sont des moteurs, il est là en haut, des moteurs qui font un va-et-vient. Alors nous allons passer dans la cabine du carillon, si vous permettez. Oui. C'est à la cathédrale.